bonjour très cher Jean-Mi Larsen. Cube d'honneur pour 40 ans de carrière dans le monde de la com en Suisse romande. Franchement, ça valait un grand interview. Et puis, on va aussi parler de tout ce que tu as fait, tout ce que tu aimes. Et puis aussi laisser une trace, parce que c'est aussi une valeur historique. Ce que tu as fait, la pub, il y a eu de la pub en Suisse romande. Oui, mais on va dire que maintenant, il faut aller faire des fouilles un peu archéologiques pour trouver les traces de la bonne pub. Ça, c'est vrai, il y a peu d'archives. Il y a peu d'archives. Et toi, il y a une spécificité, et je pense que c'est important qu'on le note en démarrant cette interview, c'est que toi, ton métier, c'est d'être concepteur, rédacteur, ce qui est très rare sur le marché roman. Alors peut-être démarrons, qu'est-ce qu'être concepteur-rédacteur ? Eh bien, voilà une question qu'elle est bonne. Ouais. Oui. Vas-y, Jean-Mi. Non, concepteur-rédacteur, bon, je veux dire, au départ, une pub classique, ou même une pub moins classique, c'est des images et des mots, des images et un message. Alors, il y a très longtemps, dans un très lointain pays, quand on travaillait en agence, on était toujours en binôme. Il y avait toujours un copywriter et puis un art director, et puis on travaillait ensemble, et puis on faisait du ping-pong. La plupart du temps, c'était toujours l'art director qui était un peu leader sur le projet, parce que les images d'abord, et il faut faire des belles photos d'abord, et tout ça. Et, au fait, il faudrait peut-être que tu arrives à coller un titre, mais pas trop long, parce que sinon ça va déborder sur mon image, ça va rendre le truc moche. Donc, mais parfois, de rares fois dans ma longue carrière, il y a eu quand même des campagnes où c'était le message qui prenait le pas sur l'image. Et ça, c'était sympa. Je sais pas, je me souviens d'une campagne pour le journal 24 heures, où là, effectivement, c'était les messages qui prenaient vraiment le lead sur toute la communication, avec des jeux de mots un peu à deux balles sur les communes vaudoises, par exemple journal au saut d'Ully, mais d'Ully est D-U-2-L-Y, ou bien la vie des uns et des autres, voilà, ou bien un sifflon, flon, enfin des choses comme ça. On s'amusait bien. Pourtant en Suisse romande, parce que là on va différencier la pub, parce qu'évidemment une autre problématique en Suisse, c'est qu'il y a deux langues, donc voilà, prenons vraiment la situation en Suisse romande. Les Français qui analysent la pub, qui regardent la pub romande, sont toujours étonnés du nombre de textes, surtout lorsque on voit ces mêmes pubs en affiches et en annonces, elles ont quand même relativement pas mal de textes. Oui, mais c'est surtout du texte informatif, argumentatif, et puis... On est dans une logique de réclame. De réclame, et surtout du style « achetez maintenant, demain ça sera plus cher ». Des choses comme... Non, mais là je déconne, mais simplement, voilà, il y a toujours l'argument prix qui reste malgré tout assez dominant. Donc, l'importance des mots, les jeux de mots, toi, dans toute ta carrière, toi, tu as adoré travailler avec justement, comme tu donnais avec la campagne 24 heures, des exemples. Est-ce que c'était difficile à faire passer ce genre d'approche auprès des clients ? Oui, toujours. Difficile, oui. Mais c'est pas sérieux, votre truc. Hein. Non, mais on va penser quoi de notre marque si on commence à raconter des bêtises dans le genre que vous nous préconisez. Non, mais effectivement, ça a jamais été, la pub suisse n'a jamais été vraiment très joyeuse. Jamais. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement, il y a eu quand même quelques exceptions, et quelques exceptions marquantes. Là, je repense, quand j'ai commencé il y a fort longtemps, donc en 1981, le 1er février pour être précis, on avait quand même... bon, l'exemple, c'était la France, c'était évident. Je veux dire, nous, on regardait la pub française à l'époque, la pub française des années 80, qui justement était dans une créativité débordante, avec des messages de folie... mais il y avait quand même quelques belles agences suisses, et quelques belles agences suisses où il y avait quand même une
une bonne part de messages rédactionnels qui étaient très, très futés. À l'époque, pour moi, le souvenir, c'était les fameuses campagnes de la compagnie aérienne Swissair. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'était l'agence GGK à Zurich. Ils avaient fait aussi des campagnes pour les yaourts Tony qui étaient super drôles, super bien faites, super bien écrites. Et à l'époque, si ma mémoire est bonne, c'était Martin Souter, qui depuis est devenu un écrivain, parce que je pense qu'il en a eu marre de devoir écrire des trucs plats comme la Terre est plate. Et puis voilà, donc. Alors, revenons sur ton parcours. Tu commences dans quelle agence? Alors je commence dans une agence anglo-saxonne, d'ailleurs j'ai pratiquement tout fait dans les anglo-saxonnes par la suite, qui était l'agence Ogilvy à Carouge. Il y avait une agence Ogilvy à Carouge qui était dirigée par un vieil Amerloc qui s'appelait anglo-Amerloc, allemand, je ne sais pas, un mix, il s'appelait Monsieur Reinhardt. Et voilà. J'arrive là-bas parce que j'avais fait les lettres à l'Uni comme beaucoup de branleurs de mon époque. Et puis donc j'étais tout à fait prédestiné à faire une carrière longue et pépère dans l'enseignement. Mais j'avais pas trop envie, puis c'était les années 80, on nageait en plein gros délire dans ces années-là. Et puis c'est vrai que la pub, à l'époque, c'était très attractif. Et puis j'ai eu la chance de me présenter là-bas comme ça. Bon, on m'a fait un test. Et puis j'ai été pris sous l'aile d'un vieux rédac de l'époque qui s'appelait Louis Chevalier, qui m'a absolument tout appris. Parce qu'il y avait zéro formation à l'époque. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui non plus. Hein. Si, quand même. Aujourd'hui, quand même. On reviendra, oui, hein. on reviendra. Et bon, quand même, 12 ans parce que c'est toi qui enseigne. enseignes. Hein. Il ne faut pas pousser. Mais, et puis, il m'a tout appris du métier. Et puis, un jour, il m'a lâché sur 2-3 trucs. Ma première annonce, c'était pour la limonade Romanette. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il fallait faire une promo où... si tu achetais je ne sais pas combien de bouteilles, tu recevais un frisbee gratuit. Voilà. Je me rappelle, à l'époque, c'était déjà des annonces, et puis spot radio, waouh. Et la radio, on y reviendra peut-être, moi ça a toujours été le média où je me suis le plus éclaté. C'est là où d'ailleurs un rédac qui peut vraiment s'amuser, hein, parce qu'il n'y a pas d'image, rien du tout. Hein. C'est les mots qui créent les images dans l'imaginaire de celui qui écoute. Et c'est là où c'est absolument passionnant. On passera après sur les médias, mais alors après cette agence... Et ouais, et puis après, j'ai eu ma petite heure de gloire qui est arrivée avec mon premier slogan pour le lancement de l'ailier verte qui était peu gazéifiée, parce qu'il y avait que la bleue qui était plate et la rouge qui est pleine de bulles. Et puis voilà, on a aligné 3 bouteilles, et puis j'ai dit, ouais, là c'est mini bulle, maxi bulle, 0 bulle. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était toi. Et puis voilà, à partir du moment où on commençait à l'époque à se faire un petit peu remarquer sur la scène. Mais là, c'était dans quelle agence? Là, c'était toujours chez Reinhardt. Et puis après, il y a eu 2 ou 3 frappadingues de l'époque, dont... le célèbre Heinz Heimann, oui. qui faisait les beaux jours de la pub à Genève à l'époque, qui m'a remarqué, qui est venu me chercher. Et puis après, c'est Brian Wright de Grey qui est venu me chercher. Et puis après, c'est McCann qui est venu me chercher. Et puis après, c'est Saatchi qui est venu me chercher. En fait, j'ai jamais eu à chercher un job de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Chaque fois... j'ai eu la chance. Ça c'est un truc pour ceux qui regarderont aujourd'hui. C'est hallucinant. C'est plus tellement la même chose, non. Si, les bons, ils percent, hein, ça toujours. Donc le talent, c'est ça. Le talent, ça marchera toujours. Alors toi, tu es connu, et je peux le dire, pour rendre les textes à la dernière seconde de la dernière seconde avant que ce soit la fin du monde. Ah oui. Comment est-ce que tu as toujours fait pour savoir quel était le vrai délai? Parce que ça m'a toujours impressionné. Tu as rendu fou toute la profession. Oui, c'est vrai. Mais vraiment... Mais j'ai toujours rendu. Hein. Mais tu as toujours rendu, mais vraiment, je ne sais pas comment tu savais. Mais comment est-ce que tu savais quel était le vrai délai? C'est-à-dire le last one. Ça dépend. Les créatifs fonctionnent de plusieurs manières. Moi, je fonctionne beaucoup dans la panique de dernière minute.
Ah ouais, tout d'un coup, tu as l'inspiration Ouais, qui arrive. bim, ouais. Et puis parfois des impros, hein. Je me rappelle avoir pondu des campagnes en séance, hein. Des choses comme ça devant le client, hein. Parce qu'il y avait tout à coup la petite idée qui tombait du ciel. Je dois avoir un ange gardien de compétition qui doit être bien fatigué aujourd'hui, mais Et être concepteur-rédacteur, finalement, on se dit, ça doit être très simple, parce que un slogan, on peut l'imaginer, allez, c'est quelques mots, puis ça fonctionne. Non. Alors, comment est-ce qu'on se prépare et comment tu te nourrissais pour avoir cette idée? Bon, déjà, il faut avaler toutes les informations possibles et inimaginables, de tous les côtés possibles et imaginables. Je ne sais plus qui... C'était un vieux rédac chez McCann qui m'avait dit les idées, elles sont là. Il n'y a qu'à les voir. Il n'y a qu'à regarder autour de vous. Elles sont là. Et le client, il ne sait pas voir les idées. Vous savez les voir. Vous savez les prendre là où elles sont. Vous savez renifler les tendances. Vous savez il suffit d'une conversation dans la rue et tout à coup, il y a le bon mot, la bonne phrase qui tombe. Et pour ça, il faut avoir aussi une bonne mémoire, hein, parce que ça sert aussi. Je suis vraiment une éponge à plein de choses. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui t'aident aussi? C'est parce qu'avant, on imaginait ce que le client allait vouloir, parce qu'il pourrait attendre, parce qu'on proposait, une marque proposait quelque chose, mais elle ne faisait pas forcément une étude de marché pour voir s'il y a une vraie attente. Alors qu'aujourd'hui, tout d'un coup, avec ces réseaux, tu as énormément d'informations. Ah, il y a plein d'infos. Mais de toute façon, avant, tous les matins, je bouffais absolument toute la presse, j'écoutais les radios, je regardais la télé, donc je me nourrissais d'infos. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais c'est simplement que ça passe plus par les réseaux sociaux, c'est tout. Voilà. Donc, ça n'a pas changé. Cette pub des années 80, comment tu la définirais par rapport, si on fait 80, 90, 2000 et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Je ne vais pas être très politiquement correct. Non, on te connaît, donc vas-y, mon cher. Mais la pub des années 80, il y avait des clients qui avaient des couilles. Et de l'argent. Et des clientes aussi. Et de l'argent. Et de l'argent. Et de l'argent aussi, Parce effectivement. qu'il y avait de l'argent dans les médias. Donc... Ah oui, absolument. Je veux dire, on n'hésitait pas à aller faire un tournage encore. Et c'est ça, en Afrique du Sud, en hiver, voilà. Donc c'était le livre de Bec BD. Mais je me rappelle même, il y avait une époque où quand on commençait, j'étais avec mon AD, et le truc c'était, l'action commence sur une magnifique plage aux Caraïbes. Une jeune femme s'approche de la caméra avec un grand sourire, elle défait légèrement son paréo et dévoile le produit, etc., etc. Parce que, de toute façon, le truc, c'était d'aller tourner sur une plage aux Caraïbes. Parce que c'était... Je me rappelle, une fois, je suis allé en Arizona, passer 2 semaines pour faire des spots promotionnels pour des céréales petit déjeuner. C'était juste le bonheur, quoi. On avait vraiment profité. C'est vrai que travailler dans la pub, à l'époque, il y avait cette dimension de rêve, parce qu'il y avait aussi, justement, des événements extraordinaires, des tournages extraordinaires, des banquets extraordinaires, des fêtes extraordinaires. Ouais, c'était comme le cinéma, c'était un peu le même... C'est vrai, on évolue un petit peu dans le même univers, c'était assez magique. Alors ça s'estompe à partir de quand? Des années 90 déjà? Non, pas du tout. Ça a commencé jusqu'au début des années 2000, il y avait encore. Je me rappelle, à l'époque, je travaillais chez Saatchi & Saatchi, et on a fait des fiestas mais monstrueuses, on a fait des tournages incroyables. Non, il y a eu le premier coup d'arrêt en 2008 avec le premier gros bordel financier. Ça a commencé à refroidir pas mal de monde. Et puis depuis, c'est allé en diminuant sans arrêt. Les budgets sont rikiki. Aujourd'hui, on doit faire un spot télé avec 20 000 balles, alors que le même, 10 ans avant, on le faisait avec 200 000. Donc... c'est plus la même chose. Ouais. Mais bon... Il y a toujours, oui, mais les bonnes idées n'ont pas besoin d'être chères. Mon cul, il y a un moment où il faut quand même avoir un casting sympa, un décor sympa, etc. etc. Et c'est là qu'aujourd'hui, on assiste quand même à un nivellement par le bas qui est assez dramatique, assez tristounet. Est-ce qu'aussi le client a changé? Parce que le référent avant, c'était un responsable de com, souvent, qui lui comprenait le travail des agences de pub. Et puis aujourd'hui, c'est de plus en plus des responsables marketing qui, eux, regardent des chiffres. Marketing, si c'est pas les ventes. Hein.
Ou même les ventes, ouais, exactement. C'est les pires, hein, ceux-là. Voilà. Et eux, voilà, ils n'ont absolument plus du tout l'approche créative. Pour eux, n'entre même pas en question. Ah non, non, je veux dire, là, aujourd'hui, s'il y a un mot qui est, enfin une expression qui est complètement dominante, c'est le ROI, le retour sur Return on Investment, le retour sur l'investissement. Ça, c'est le maître mot. Hein, ça. Avant, on disait le client est roi, maintenant on dit le client est ROI. C'est comme ça. Non, mais c'est vraiment ça. Ouais, c'est vrai. Et la manière de travailler, parce que là aussi, tu as connu la pub encore où bah, les affiches, elles se faisaient différemment. Après, tout s'est informatisé. Et puis après, aujourd'hui, tout est sur des clouds. Enfin. Ouais. Non, mais je veux dire, quand j'ai commencé, je travaillais sur une machine à écrire Olympia, mécanique, avec mon Tipex et tout et tout. Et puis on envoyait les propositions aux clients par courrier. Hein. Les premiers fax, ça date des années 85. Et puis après, ben, il fallait faire des photos, il fallait faire des maquettes, il fallait faire des... Tout ça, on prenait le temps de le faire. Et on prenait aussi le temps, ça donnait éventuellement le temps de rectifier un petit peu le tir si on se rendait compte on arrivait à faire une grosse daube. Mais là maintenant, c'est tout de suite pour presque rien, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et on travaille avec des délais de conception de dingue. Même par exemple les pitchs. Donc les pitchs, c'est les compétitions d'agence. Avant, un pitch, c'était 2 mois minimum pour essayer de sortir 2-3 projets qu'on pouvait présenter fièrement pour gagner le budget. Là, maintenant, quand on a 3 semaines, on est content. Ouais, c'est fou, quoi. Ouais. Donc, pour toi, disons, la qualité de travail, la façon de travailler dans une agence, il y a une détérioration au fil du temps. Oui et non, parce que là, maintenant, il y a une nouvelle génération qui est née là-dedans et qui n'a jamais connu autre chose comme condition de boulot, et qui est habituée à bosser sous pression, qui est habituée à bosser vite et parfois bien, heureusement. Mais sinon... Et ceux qui arrivent dans la pub aujourd'hui, ils y viennent pourquoi? Parce que cette génération, en principe, elle est déjà beaucoup moins... Elle aime moins la publicité. C'est pas le même attrait que quand toi, tu as démarré. Alors pourquoi est-ce qu'ils y viennent? Enfin, est-ce que ça s'appelle encore de la pub? Pour eux, c'est de la com. Hein. Oui, d'abord c'est de la com, c'est plus de la pub, c'est effectivement le cas. Et puis c'est de la com 360 la plupart du temps. Aujourd'hui, un rédac, il passe plus de temps à écrire des pages web et des posts sur les réseaux sociaux que de chercher des messages génériques, des messages de marque. Donc voilà. Et puis les marques aussi, elles cherchent autre chose. Parce que aussi la présence n'est pas la même. Avant, tu avais une campagne qui devait durer aussi plus de temps. Tu faisais pour 3 mois. Tandis qu'aujourd'hui, un message sur un réseau social, c'est quelques heures. Quelques heures, absolument. Donc tu dois en pondre énormément. Il faut en pondre énormément. De temps en temps, il y en a un qui fait le buzz, heureusement. Alors là, il est forcément relayé, donc il a une durée de vie beaucoup plus longue. Et ça maintenant, c'est le sacro-saint but, c'est faire le buzz, faire le truc qui sort, qui se ramène je ne sais pas combien de milliers de likes en quelques heures. Là, oui, effectivement, c'est le but. Mais avant, non, on cherche... On cherche à faire du buzz, mais on travaille pas forcément pour l'image du produit. C'est quand même lié malgré tout, hein, parce qu'il y a le buzz et il y a le bad buzz. Parce que si on fait un truc gros comme une maison qui se remarque mais qui dessert la marque, c'est pas non plus le résultat espéré, franchement. Mais bon, comment dire? Et puis oui, il y a une perte de mémoire, parce que tout ça est tellement immédiat. Les bons vieux slogans qui ont duré des années et des années, des slogans dont on se souvient encore aujourd'hui, dans ma génération, et même jusqu'à ceux qui ont 30-40 ans, du temps où ils n'étaient pas encore accaparés par l'immédiat. C'était les médias, maintenant c'est l'immédiat. Voilà.
Et je me rappelle encore les mômes qui chantaient les slogans. Ouais, vas-y, fais-nous un petit florilège. Non, allez. je sais pas. Tu baguenaudes dans les pâturages, tout le monde t'aime tant, belle des champs. Ou bien qui se coule, c'est frais, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas Il mal. y avait plein de choses. Et puis on en parlait à la machine à café, quand il y avait une bonne campagne, ça se remarquait, ça se retenait. Et il y avait cette espèce de diffusion en bouche à oreille qui faisait que avec plus ou moins le même résultat que justement le web aujourd'hui. Mais il y avait une pérennisation du message, il y avait plein de choses. Mais aussi, cette pub, elle était très incorrecte. Aujourd'hui, il y a des messages qui passeraient plus du tout. Ah non, bah évidemment. La place des femmes dans la pub, ça, dans les années 80, c'était oui, désastreux. On se rappelle la fameuse campagne, un pull, une pipe. Non, Ouais. c'était le porno chic. Il y a eu un moment Il y a eu vraiment, le il y a porno une tendance. chic, Ouais. évidemment. Bon, quoi, que par exemple les campagnes au BAD à l'époque, avec des très jolis petits messages justement, parce que le rédacteur était très bon à l'époque, je crois que c'était... C'est Colette. C'était Colette, Ouais, je sais plus. ouais. Enfin, toujours est-il que... Voilà. Donc il y avait de l'esthétique aussi, mais par contre il y avait des trucs... Qui passerait qui plus passeraient du tout. plus du tout, évidemment. Ça, c'est sûr. Mais ça a été une censure qui s'est faite au fil du temps. Tu as senti que... Comme pour tout le reste, je veux dire, j'ai assisté à l'apparition du politiquement correct, qui est le truc qui m'horripile encore le plus aujourd'hui. Maintenant, il y a encore pire. Maintenant, c'est la cancel culture. Ça me flingue. Je supporte pas qu'on me dicte ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. etc. J'ai encore envie de parler d'un nettoyeur plutôt que d'un technicien de surface ou qu'une personne de petite taille plutôt qu'un nain. Il faut appeler un nain aujourd'hui, enfin je sais pas. Ouais, non, c'est complexe. Mais c'est vrai que la pub n'a pas été très, enfin je veux dire, stéréotypé énormément l'image de la femme. Et ça, c'est un des problèmes qu'aujourd'hui, peut-être, on va peut-être... Non, mais je veux dire, les premiers propagateurs du féminisme, ça a quand même été aussi les publicitaires, malgré tout. Hein, ceux qui y croyaient et qui pensaient que à travers, je sais pas moi, un détergent, une lessive, on pouvait quand même faire passer un message qui disait bah, c'est pas forcément madame qui va faire la lessive. Je me rappelle les premiers spots où, je sais plus, je pourrais plus dire quelle lessive c'était, mais où il y avait un type tout seul et qui découvrait un mot de sa femme et qui devait utiliser, qui savait pas faire la lessive et qui a trouvé tout le mode d'emploi, tout le tuto sur papier pour dire voilà, tu mets le linge dans la machine, tu rajoutes, je crois que c'était Ariel, tu rajoutes, ou visire, tu rajoutes la visirette, tu la mets directement dans le tambour, etc. Où les mecs passaient un peu pour des quiches, quoi. Et c'était assez marrant parce que ça, non seulement ça les culpabilisait un petit peu et on disait, ben non, maintenant c'est fini, c'est pas toujours aux ZZ de faire la lessive, quoi. Les mecs... Non, c'est vrai que la pub a amené aussi à changer des comportements, ça c'est vrai. Ouais. Je me rappelle d'une séance à Cannes, au Cannes Lions, où c'était Al Gore qui avait été invité et qui demandait à toute l'industrie de la publicité de changer les comportements vis-à-vis de l'écologie, en disant vous êtes le meilleur vecteur pour amener les gens à avoir une conscience écologique. Évidemment. Donc la pub, elle a aussi, donc on peut la condamner parce que c'est vrai que certains messages étaient sexistes, mais en même temps aussi, elle a aussi aidé les femmes à avoir une place dans le monde, je dirais dans un monde plus masculin. Ah tout à fait, mais complètement. Et étonnamment, c'est quand même les USA qui ont été précurseurs là-dedans aussi. Hein. Il y a eu des campagnes absolument incroyables où les hommes étaient complètement tournés en ridicule, et ça faisait plaisir à voir. Et même aujourd'hui, bah, tu dis l'écologie, bah, ça se reflète dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Là, bah, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, avec Parenti Design, j'ai fait une campagne pour les SIG Genevois, là où donc les services industriels, ceux qui font l'électricité, et tutti quanti, et où vraiment là, ben aujourd'hui, ben leur priorité c'est le développement durable, et ils ont fait une énorme campagne avec un gros budget là-dessus, et c'était absolument passionnant à faire.
Il y a eu aussi la période de l'enfant roi. On a vu où les enfants tournaient en bourrique les parents. Ça, je trouvais toujours un peu bizarre. C'était une relation un peu étrange, mais... Aujourd'hui, je dois dire qu'avec les enfants, je m'y retrouve plutôt. Pourtant, je suis grand-père depuis pas très longtemps. Mais ma petite fille, elle est encore un petit peu... elle fonctionne encore comme moi je fonctionnais avec mes filles. Alors, mais c'est vrai que les mômes aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est des petits tyrans, mais ils sont déjà tellement consommateurs dès le plus jeune âge, et ils sont tellement aussi influencés par tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent aujourd'hui, que pour les parents, c'est de plus en plus difficile de dire non. Ouais, ça c'est vraiment... Enfin, mais voilà, on a vu cette période. Alors peut-être revenons sur l'approche média. Le spot qui a été pendant très longtemps un grand problème en Suisse romande, où on se disait on n'a pas les budgets aussi importants qu'en Suisse alémanique, on n'a peut-être pas autant de boîtes de production, on n'a pas les réalisateurs. Il y avait pendant quelques années, dans les années 80, il y avait un écart de qualité par rapport à ce qui se faisait ou en France ou en Suisse alémanique. Est-ce qu'on voit que ce retard a été totalement rattrapé? Qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau-là? Pour la prod, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est plus, on va plus systématiquement dans la région ou même à Zurich. Aujourd'hui, c'est tellement simple d'aller contacter une bonne boîte qui se trouve en Bulgarie ou en... ouais, ou même, je sais pas. Là, par exemple, là, je viens de finir un scénar de spot. Ça va être tourné en Belgique. Parce qu'il y a des bonnes boîtes de prod, il y a des bons réals là-bas. De toute façon, c'est totalement international. Aujourd'hui, les réals vont je viens en Afrique du Sud, je viens 2 semaines tourner en Europe. C'est très simple aujourd'hui. Enfin, quoique maintenant, avec le Covid et les restrictions de voyage, ça risque de changer un petit peu encore. Mais non, ça s'est tellement internationalisé que c'est vraiment plus un problème. Mais c'est vrai qu'à l'époque, à Genève, il y avait 3 pelés, 2 tondus. Il fallait absolument aller à Zurich. Avec tout le problème après du doublage de ces spots. Ah ça on m'en parle même pas. Alors ça c'est ton domaine, parce que ce français fédéral, ça a empoisonné la publicité suisse pendant très longtemps. C'est abominable, c'est abominable. Je veux dire... Aujourd'hui, j'ai encore la chance de bosser avec 1 ou 2 Iriquoises qui font l'effort, mais vraiment font l'effort de dire « Ah, il faut une bonne version pour les Belges, hein, parce que les clients, c'est quand même important. » Mais je t'enverrai une fois, j'ai un petit bêtisier ou un petit florilège. On pourra le mettre. J'ai un petit bêtisier, mais avec les pires choses des possibles perles, et imaginables. Ouais, mais vraiment. Là, on a vu très récemment, il y a une marque qui a décidé carrément de faire une campagne que pour la Suisse romande et pas adapter la campagne alémanique. C'est pas trop tôt. Hein. Tu te dis, c'est quand même fou, quoi. C'est pas trop tôt. Et c'était une news parce que c'était la première fois qu'on faisait une chose pareille. C'est quand même dingue. Je crois que c'est pour une compagnie d'assurance. C'était une compagnie d'assurance. Alors qu'au Québec, toutes les pubs anglo-saxonnes sont tournées au Québec, enfin, celles qui sont faites en version anglaise sont complètement refaites dans un environnement québécois, en français, avec d'autres acteurs, parce qu'il n'y a pas... et ça, en Suisse, non, on a toujours traduit comme on a pu. Bon, c'est un petit marché aussi, il ne faut pas pousser... On est bien d'accord, ça coûterait trop cher. Mais donc, toi, tu as travaillé aussi sur des adaptations de slogans. Et je travaille toujours, là. Ou bien, même, c'est plus que des adaptations. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont vraiment un peu scrupuleux et qui disent, bon, il faut vraiment faire des messages spécifiques. Là, c'est du rewriting, voire des messages entièrement reconçus pour le public suisse romand. Non, c'est intéressant. Alors, la radio, le média, parce que la radio... Un autre problème en Suisse romande et même en Suisse, c'est que le média radio n'a jamais percé de plus de 4% des investissements publicitaires. Donc c'est un média qui est très local, micro-local, très tactique, avec des spots qui maintenant sont de plus en plus pratiquement faits par les chaînes de radio. Hein. Oui, la plupart du temps, je ne sais pas, quand je travaille pour des campagnes radio, on envoie directement le script à la station et puis après ils se débrouillent. On n'arrive même plus à suivre la prod, on n'est même plus là pendant les enregistrements pour dire écoute, là franchement,
t'as baragouiné ça comme une vache espagnole, quoi. C'est nul. Mais non, Alors mais quel est le secret pour réussir un spot radio? Parce que des fois tu te dis mais c'est pas possible. oh, mais On peut tout oser. pour moi, le levier principal, ça reste l'humour, hein. Par exemple, au début des années 2000, il y avait une boîte qui croyait beaucoup à la radio, c'était EasyJet, hein. On a fait des trucs, mais tellement drôles avec EasyJet, mais vraiment, où on parodiait les séries avec Brenda et puis Dylan, où franchement, en 30 secondes, on faisait une mini-sitcom, mais qui était à hurler de rire, parce qu'on reprenait tous les codes de Santa Barbara et de ces séries complètement nunuches de l'époque. Et franchement, ça donnait des résultats incroyables. EasyJet avait beaucoup misé Oui, sur mais la radio. ils étaient aussi très innovants avec les affiches. Ah bah oui. Parce que tu te rappelles, à un moment, ils mettaient que des produits, enfin, tu avais un objet qui symbolisait C'est ça, ouais. une destination, parce qu'ils ont aussi changé, c'est une marque qui est arrivée et qui a changé la façon d'utiliser l'avion. Donc Ouais. il fallait expliquer aux gens que c'était pas... tout le monde pouvait partir n'importe où, enfin, sur la destination verte, bien entendu, mais que c'était devenu aussi simple que... Puis après, ils ont amené tout le monde en ligne, tu ne pouvais plus acheter un billet en papier, donc ils ont quand même révolutionné l'aviation et puis changé les habitudes. Oui, et à l'époque, il y avait un responsable de communication Ouais, qui osait et qui disait mais allez-y, soyez fous, hein. Et c'était magique. Mais ça, on l'a plus osé. Non. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu oser. Ça fait longtemps que j'ai pas vu quelque chose comme je continue toujours à regarder mes petites tranches de spots, là, mes 5 minutes de spots, ou bien même sur les réseaux sociaux ou sur YouTube et compagnie. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc osé, vraiment osé. Est-ce que là, t'en as un comme ça qui te vient à l'esprit tout de suite? Non, mais j'ai l'impression que on ose différemment. C'est-à-dire, la télé est devenue beaucoup plus mainstream. Sur les réseaux, tu vois bien, par exemple, si tu vas sur YouTube, tu as de la pub, mais très souvent, elle est forcée, tu la veux pas et t'attends juste qu'elle passe, donc tu t'en fiches. Donc, on va plutôt aller sur des opérations différentes, peut-être où la marque, elle va s'investir dans un événement ou dans quelque chose. Disons, le message créatif, il va plus être forcément sur le média. Non, effectivement, le média est une espèce maintenant de plateforme, mais multiplate et multiforme, quoi. Et donc, oui, effectivement, ça peut être n'importe quoi. Et il y a une époque où les flash mobs, c'était le gros truc. Oui, hein. c'est vrai. Bon, heureusement, maintenant, ça n'existe plus. Avec le Covid, c'est bon aussi. Ouais, heureusement. D'ailleurs, je pense qu'il y aura, pour la com, il y aura une période avant et après Covid aussi, hein. Ça, c'est sûr. Parce que, comment dire, on a été un peu au point mort, là, quand même, hein, pendant presque 2 ans. Mais il y a eu quand même des choses qui ont surgi, des choses intéressantes qui ont surgi, mais c'est surtout la façon de concevoir, je veux dire, je me rappelle les interminables pre-production meetings dans les salles de réunion où on passait carrément la journée pour préparer un spot. Là maintenant c'est torché en 1 heure sur comment dire, sur le cloud. Teams, sur une plateforme sur une plateforme machin et tout et tout. Non, en visioconférence, quoi. Ça change énormément. Donc on perd encore du contact avec le client. Pardon? On perd du contact avec le client. Oui, tout à fait. Donc c'est encore plus automatique, quoi. On t'envoie un message, tu dois le faire. Heureusement, il y a encore certains clients qui se donnent la peine de venir, papota, et puis allez, on va déjeuner ensemble. Mais j'ai connu ça pendant une dizaine d'années. Là maintenant, non, c'est mail, c'est peut-être un petit WhatsApp pour dire bon, c'est fréquent. Mais soyons honnêtes, parce que les publicitaires, pendant très longtemps, se sont toujours plaints de leurs clients. Ils disent mon client il est infernal. Donc là maintenant le client, c'est un mail. Aujourd'hui, voilà. on rêverait tous d'avoir les clients infernaux d'avant, hein, ça c'est sûr.
Ah oui, si on pouvait retourner au temps des bons vieux gros clients bien chiants, bah, là ils sont chiants, mais ils sont chiants autrement. Ils sont chiants et secs. Avant ils étaient chiants. Oui, puis ils avaient plus d'argent, puis vous invitaient, et puis il y avait quand même une autre interaction. Il n'y a plus du tout aujourd'hui, on est bien d'accord. Non, on est vraiment passé au rang de fournisseurs comme le mec qui vient livrer les cafés pour la machine. Ça, c'est vrai. Quand on voit certains appels d'offres, tu t'aperçois que dans certaines entreprises, l'appel d'offres est géré pour la communication. C'est la même personne qui gère les appels d'offres pour des commandes de matériaux, pour la construction. Enfin, vraiment, tout est mis au même niveau. Et puis, il n'y a pas une personne dédiée pour le monde de la communication. Non, c'est les responsables marketing et vente qui font une grosse partie de ce travail-là maintenant, et c'est plus spécialement drôle. Mais est-ce que tu penses que demain, enfin toi maintenant, après 40 ans de carrière, pour l'instant tu es en train de retirer gentiment la prise, donc tu te fais encore plaisir, mais ce que tu vois dans cette relève qui arrive, est-ce qu'elle imagine que l'intelligence artificielle fera tout à la place de tout le monde, et que finalement... il n'y aura plus rien à faire. Je veux dire, je vois l'importance que prennent les algorithmes et les analyses de données, ça aussi. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est data. Et puis, d'ici à ce qu'un brief arrive émis par une intelligence artificielle, ça sera dans pas très longtemps. Et un slogan aussi, parce que finalement, c'est une compilation de mots. On regarde... les gens mis défends ton métier, défends ce métier. Il manquera la petite touche, la petite étincelle de folie qui n'arrivera jamais à sortir une machine. Jamais. On voit qu'il y a certaines, là j'ai suivi, ça m'intéressait, certaines machines qui composent des morceaux de musique. Ok, qu'est-ce qu'ils font? Ils digèrent absolument des milliers d'heures de tubes et ils essayent de ressortir un machin. Donc ça donne un résultat qui peut être assez étonnant, mais il manque ce petit supplément d'âme qui fait que l'humain reste irremplaçable. Donc pour un jeune qui démarre aujourd'hui dans le monde de la communication, on peut utiliser le mot pub vu que ça ne se fait plus, qu'est-ce que tu lui donnes comme, voilà, ta legacy, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme, quel témoin tu peux lui passer? Remettre un peu de folie dans ce monde, ouais, vraiment. Aujourd'hui, tout est tellement normé, policé, lissé, que il faut qu'il y a de nouveau des frappadingues qui viennent mettre le bâton dans la fourmilière et puis qui viennent un peu remuer tout ça, quoi, parce que... Donc, osez, c'est ça un peu le message. Puis n'ayez pas peur, quoi, aussi, osons, voilà. Ouais. Mais surtout, n'aie pas peur, c'est très important. Oui, mais ils ont peur parce que les réseaux sociaux, après, sont, voilà, après, il y a le retour de la Vox Populi qui te tombe dessus. Oui, mais la Vox Populi, elle est pas mal manipulée aussi, hein. Moi, je vois, par exemple, aujourd'hui, un truc qui me sidère, c'est la com des antivax, mais c'est diaboliquement bien foutu. C'est incroyablement bien fichu. Et plus c'est gros, plus ça passe. Hein. C'est ça qui est étonnant, parce qu'il y a justement cette perte du sens de la vérification, de séparer le vrai du faux. Donc c'est inverse, c'est eux qui osent, ouais. Et alors que les autres qui ont un vrai message n'osent plus. Exactement, tout à fait. Donc il faut réinverser. Ou alors les vrais messages sont tellement chiants que plus personne n'a envie de les écouter. Moi j'ai vu la com Covid, mais mon Dieu ce que c'était chiant. Oui, mais là justement, ça devait être clair. Je dis pas que ça devait être drôle. Hein, non. Mais c'était informatif. Mais informatif, ennuyeux à mourir. Alors que s'il y avait eu un tout petit peu, une toute petite chose qui aurait mis
le quart de la moitié d'un demi-sourire sur ceux qui voyaient cette communication, eh ben, peut-être que ça aurait mieux passé. Mais là, c'est intéressant parce que finalement, cette campagne, elle a joué sur les couleurs et sur des pictos. Oui. Parce qu'on s'est dit, il va falloir traduire, c'est compliqué, Oui. voilà. Donc il ne faut pas créer peut-être un message qui ne soit pas clair. Et puis finalement, ça a été réduit à simplement à de la signalétique et puis à des couleurs. Oui, absolument, absolument. Donc ça, c'est le contraire de la com, alors. Il n'y a pas eu une espèce par exemple, le moindre bénéfice consommateur, quoi. J'ai pas vu la moindre chose qui me disait ah bah oui, bah si je fais ça, bah ma vie va être plus drôle, plus sympa, plus chouette, plus fun, enfin ce qu'on nous demandait de dire pour n'importe quel produit à l'époque. Voilà. Ouais, c'était de l'injonction, de l'injonction, de l'injonction. Ouais. Donc c'est pas de la com, ça. Voici comment nous protéger. Bim, oh yes. Voilà. Okay. Non mais qu'est-ce que tu as envie de te protéger? Enfin oui, bien sûr, tu le fais si tu as 2 neurones qui fonctionnent, mais bon, quand je vois le succès des antivax, je me demande aussi s'il y en a. Donc tu penses que là, ce type de com... qui a encore 2 neurones qui fonctionnent, quoi. Pourquoi pas. Peut-être que c'était parce que la com n'était pas assez pertinente et elle n'a pas englobé tout le monde, quoi. Non, puis tu peux pas non plus avec une com tout le temps mettre de consommateurs, tu dois le valoriser. Et ça c'est vrai, tu dois lui donner raison quelque part, tandis que là on était sur une information qui est tout le temps où le consommateur, disons la personne est toujours dans le faux, elle ne fait pas assez bien ce qu'elle devrait faire, et ça peut pas tenir sur la durée. Non, ça c'est sûr, mais bon, il y a un moment, qui c'est qui disait, je sais plus si c'était Ogilvy ou Bernbach qui disait ne prenez pas le consommateur pour un imbécile, c'est votre femme. C'était vraiment ça, quoi. Ça, c'est pas bête. Oui, parce que pendant très longtemps, le consommateur, c'était une consommatrice qui, elle, était la prescriptrice, c'est elle qui allait acheter. Alors aujourd'hui, tout le monde achète. Enfin, en ligne, il n'y a plus cette segmentation, c'est plus forcément les femmes. Donc voilà, c'est plus compliqué. Bon, après, il y a tous les canaux de distribution, d'achat qui changent, chaque jour, c'est des nouvelles offres dans tous les sens. C'est difficile de s'y retrouver malgré tout, hein. Sauf pour les gamins qui adhèrent comme ça d'un coup d'un seul. Ça plaît, bim, j'y vais. Mais avec le risque, demain ça me plaît plus, j'y vais plus. Oui, on fidélise plus, c'est vrai. On est très sur l'instant. Donc Jean-Mi, tu as quand même eu une super carrière. Ouais. Ça va. Tu t'es bien amusé, oui, je me suis t'as rendu bien fou amusé. beaucoup de gens. Oui, c'est pas grave. Mais fou parce que quand ils m'en reparlent aujourd'hui, ils disent mais tout le monde t'aime beaucoup. Cool. Voilà, tout le monde t'aime beaucoup. T'es un peu comme ces clients qu'on regrette, tu sais, le genre de truc, tu te dis mon Dieu, parce que vraiment, ce que t'as fait, personne ne l'a fait. J'ai quand même, il y a eu des bons dans ma génération, enfin ouais, pas trop, mais dans celle qui est venue juste après, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, un Frédéric Brie, un Boris Leclerc, comment elle s'appelle maintenant, zut, j'ai son nom qui m'échappe, une fille très chouette que j'aime beaucoup, mais trou de mémoire, mais c'est pas grave. On l'embrasse. Ça va, qu'ils prennent le relais, mais ils sont tous quadra, quinquas. Hein, et les petits derrière, je les ai pas encore vus. Hein. J'ai pas encore vu. Si que parmi les quelques élèves que j'ai eus chez Créa, il y a certains messages qui m'ont waouh. Donc tu as pu créer une génération de relève. Je dis pas que j'ai créé, mais j'ai contribué à former une génération là, de 2008 à 2020. C'est intéressant ce qui se fait dans ces écoles-là, c'est super intéressant. Et puis bon, maintenant il y a une nouvelle façon d'aborder la rédaction, c'est le storytelling, c'est de faire la différence entre une info banale à mourir et puis en tirer une petite histoire. Et à partir c'est ce que je leur disais toujours à mes élèves, je veux dire, quand vous étiez petits, si on vous avait raconté Blanche-Neige à la façon Procter & Gamble, personne n'aurait jamais adhéré. Mais voilà, il suffisait, dès qu'on raconte une histoire, on devient le centre de l'attention. On voit que P&G a beaucoup changé aussi, parce que tous les messages pendant les Jeux Olympiques, où ils ont inclus les mères, où on voit l'histoire du gamin, là, ça tire une larme. Parce que ça, c'est du vrai storytelling, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui.
Et parce que on fait autant appel à l'intelligence réelle qu'à l'intelligence émotionnelle, et même encore plus à l'intelligence émotionnelle. Et c'est là aujourd'hui qu'on arrive à capter l'attention, parce qu'on est tellement bombardé d'infos dans tous les sens que dès qu'on arrive à faire vibrer la corde sensible, là, ça change tout. Donc voilà, bah écoute, Jean-Mi, on va rester sur cette magnifique ouverture. Donc le storytelling, les histoires, parce que finalement les mots, on revient toujours à ça, hein, parce que c'était ton métier. En tout cas, je te remercie de la part de la profession pour ces 40 ans. Et puis tu as été vraiment quelqu'un d'extraordinaire, parce que tous ceux qui ont travaillé avec toi et qui t'ont côtoyé, et puis je crois qu'on peut dire que dans Commune Mag, il y avait le créatif masqué et que c'était toi. Ben oui, c'était moi. On fait le révéler aujourd'hui. C'était très drôle. Et c'était très très drôle parce que tout le monde voulait savoir qui c'était et c'est bien toi. Donc oui, voilà. Bon. Donc un grand merci, puis on t'embrasse. Merci Jean-Mi. Merci Victoria.